pourquoi revenir sur la question de l'exode urbain? En fait, on est en 2025, c'était il y a 5 ans, cette affaire. Elle nous a beaucoup occupés. Elle a beaucoup occupé les gens avec qui on travaille, les élus, les personnes au niveau de l'État, les chercheurs. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup animé, beaucoup de débats. Et il nous semblait que, en fait, ces dernières années, c'était quand même un sujet qui avait lancé une nouvelle lumière ou qui avait éclairé d'une façon différente des enjeux d'attractivité ou qui les avait complexifiés peut-être aussi, on en reparlera. Les enjeux d'attractivité et les questions rurales aussi, parce que peut-être qu'à la lumière de l'exode urbain, de cette expression, on a eu aussi une remise à l'agenda de territoires, de problématiques avec un traitement plus ou moins réussi, on en reparlera. Et puis deuxième élément, c'est une expression, en fait on a presque parlé de moment exode urbain, c'était un peu un raz-de-marée médiatique qui nous a tous et toutes un peu secoués. On a été partie prenante de travaux sur ce sujet. Aurélie, Max et Laura, vous avez tous les trois travaillé aussi autour de ces questions-là. Et en fait, le fait de travailler sur ces questions-là, c'était aussi un moment de travail sur du très très chaud, sur du vivant, sur ce qui se déploie sous mes yeux. Et pour un acteur comme pour des chercheurs, c'est pas facile. Et donc là, le sujet s'est peut-être un petit peu rafraîchi, ou peut-être pas, vous me direz. Mais en tout cas, c'est intéressant de revenir dessus, sur ce moment, ce qui nous a appris de la mise à l'agenda de ces territoires, de la façon dont on en parle, des représentations qu'on a de ces territoires. Et quand je dis « on », comme le dit Christelle, c'est un pronom tout à fait indéterminé. Donc, en fait, qui est « on », qui parle, qui... Voilà, vous voyez bien où je vais. Alors, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est pas forcément de revenir sur les résultats en tant que tels de ce travail qui ont été publiés en 2023. On a réussi à vous ressortir un certain nombre de synthèses de 2023 qui sont ici, donc elles sont aussi à votre disposition. En 2 mots, ces synthèses disaient que loin des discours médiatiques dominants, on n'avait pas de grand déferlement, renversement territorial, pas d'exode urbain au sens de migration massive et énorme de personnes venant des villes, en particulier des grands centres-villes, vers la campagne. Mais par contre, on avait quand même des choses qui se passaient, et c'était principalement des renforcements de dynamiques qu'on connaissait déjà. La périurbanisation, pour ne pas la citer, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. La littoralisation, ce qui n'est pas tout à fait le sujet dans le Massif central. La renaissance rurale, donc, qui est un phénomène ancien, documenté depuis les années 70, qui sélectionne certains territoires, on y reviendra. Et le décentrement des centres avec aussi classiquement les centres urbains les plus chers qui sont de moins en moins attractifs pour plein de raisons. Donc on ne va pas forcément revenir en détail sur tout ça, parce que l'idée c'était aussi de revenir de porter un regard rétrospectif sur ce moment, avec 3 personnes. Donc Max Rousseau, tu es à l'ENTPE et tu as coordonné avec Aurélie et Anaïs Collet, Aurélie Delage et Anaïs Collet. Aurélie, tu es à l'Université de Perpignan et Anaïs n'est pas là, on l'excuse, mais elle est à Strasbourg. Un gros travail d'enquête qualitative dans le cadre de cette étude Exode urbain qui rassemblait 3 équipes de recherche, donc 2 équipes qui portaient plutôt des analyses quantitatives, qui sont allées regarder les données à chaud pour savoir à quel point on avait des évolutions des dynamiques résidentielles, etc. Vous avez porté un gros travail de terrain, notamment pour identifier les profils des personnes qui arrivaient, toujours avec de la recherche à chaud, des difficultés d'identification, etc. Et Laura, tu es la directrice générale de l'IPAMAC, qui est l'association Interparc du Massif central. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au même moment que vous faisiez votre enquête, l'IPAMAC faisait une enquête, alors similaire dans ses objectifs, avec cette idée qu'on voulait aussi identifier les personnes qui arrivaient, leurs profils et leurs besoins peut-être territoriaux, avec peut-être, tu nous le diras mieux que moi, une envie aussi de comprendre derrière l'attractivité, l'accueil. Donc quels sont les besoins de ces populations pour justement que ces arrivées, qui sont a priori positifs pour un territoire, puissent se pérenniser, que les gens soient tout simplement bien dans les territoires. On va se prendre, je n'ai pas l'heure, on va se prendre une petite demi-heure d'introduction entre nous pour poser les sujets. On ouvrira le débat dans à peu près une demi-heure et vous pourrez rejoindre l'assistance pour débattre et échanger et construire ensemble ce débat.
Je vais commencer par Max et Aurélie, avec l'idée que, je l'ai déjà dit, exode urbain, cette expression, ça a été une expression qui est beaucoup venue d'un cadrage médiatique. En tout cas, c'est aussi ce que vous montrez dans vos travaux. Et que ce cadrage médiatique, il identifiait dans les personnes qui, comme preuve d'un exode urbain, un certain nombre de profils. J'aimerais bien vous entendre sur qui vous avez identifié dans l'analyse de la presse comme profil. Et puis, est-ce que ces profils qui étaient dans certains sites de presse, vous les avez retrouvés localement sur le territoire? Alors, merci Hélène. Les profils qu'on retrouvait sur papier glacé, c'était des jolies photos, essentiellement de deux profils. D'une part, les télétravailleurs, les bienheureux qui pouvaient télétravailler dans leur jardin avec leur café et montrer leur arrière-plan zoom de verdure et de fraîcheur. Et puis, l'autre profil qui était très fortement médiatisé, c'était plutôt ceux qui relevaient de la bifurcation, qui venaient s'installer en milieu rural dans une quête de renaissance personnelle, de redéfinition et de fondation d'une nouvelle activité, souvent en lien avec une activité agricole ou artisanale, vivre différemment. Et donc, on avait ça en tête. Alors nous, on n'était pas spécialistes des espaces ruraux sous cet angle-là. Et la première chose qu'on a faite, c'est aller sur le terrain puis interroger les gens. Et alors, ce qui était assez étonnant, c'est que donc on a mobilisé nos relais habituels, collectivités locales, agences d'urbanisme, surtout les agences d'urbanisme. Et puis, quand on arrivait sur le terrain, les gens nous disaient ah, vous travaillez sur l'exode urbain, désolé, mais en fait, vous n'avez pas toqué à la bonne porte. Donc là, il y a une forme de désarroi du chercheur. Mince, pas d'exode urbain. Alors, par contre, il nous disait oui, mais par contre, on observe bien des choses. Ça fait 4-5 ans qu'on voit arriver des gens. Ah bon, qui ça? Beaucoup des retraités. Et donc, en fait, il y avait un premier effet de décalage avec le cadrage médiatique, c'est que dans l'ensemble des territoires que l'on a allé visiter, la première catégorie que l'on nous citait, c'était soit les retraités, soit les pré-retraités ou des gens qui préparaient la fin de leur activité, la transition vers la retraite. Et qui soit revenaient au pays, on en a parlé ce matin, soit revenaient sur un lieu de villégiature qu'ils aimaient bien, soit aller dans un endroit avec un fort effet de réputation. Et donc ça, c'est un élément qui nous est apparu assez important tout au long de l'enquête, c'est qu'il y avait comme des hauts lieux, donc ceux qui ont eu des effets de surchauffe, dont on a parlé ensuite dans l'étude, mais aussi dans les médias. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui ont eu des coups de projecteur comme ça. Donc les retraités en ont fait partie. Ensuite, on a effectivement rencontré, on a entendu parler des télétravailleurs, mais avec deux catégories qui n'étaient peut-être pas forcément toutes celles qui étaient montrées dans les médias. Ce n'était pas forcément le cadre sup. Alors évidemment, les télétravailleurs, surtout au début de la pandémie, c'était 1/5 des emplois qui étaient télétravaillables. Donc ça, et puis plutôt des emplois de cadre CSP+. Donc, et ça introduisait un biais social dans la composition de la population qui pouvait travailler à la campagne de cette façon-là. Donc oui, il y avait ces cadres supérieurs, des gens qui avaient la possibilité de choisir leur cadre, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans des lieux de villégiature plutôt réputés, avec un cadre de vie extrêmement préservé, beauté paysagère, etc., et qui vont avoir des besoins de mobilité rapide, le TGV par exemple, ou l'autoroute. Mais ce dont on a entendu parler sur le terrain, c'est qu'il y avait aussi une deuxième catégorie de télétravailleurs qui était moins médiatisée, peut-être moins strass et paillettes. C'était des emplois intermédiaires qui avaient eu accès au télétravail du fait de la pandémie et qui, eux, cherchaient la pièce en plus. Typiquement pour ne pas avoir à travailler sur un coin de cuisine ou sur la table du salon au milieu des enfants. Et trouver la pièce en plus, en fait, ça nécessitait d'aller plus loin. Donc là, c'était plutôt un phénomène de périurbanisation étendue. Et puis, il y a les gens en bifurcation, on les a croisés. Et il y avait une 5e catégorie qui passait sous les radars. Alors, qui passait sous les radars parce que, pareil, elle n'est pas très médiatique. Et puis aussi parce que peut-être qu'elle a le souhait de passer sous les radars. C'est des gens qui vont faire un choix de vie alternative, vivre de peu, avec un degré de rejet du système plus ou moins prononcé. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vivre du RSA en milieu rural, vivre d'échanges, de troc, de solidarité, et qui vont pouvoir trouver dans des espaces ruraux de faible densité les moyens
de vivre de peu. Et puis, il y a ceux qui vont pousser le curseur beaucoup plus loin dans le rejet, qui vont vivre hors des grilles de réseaux, de services publics, de l'eau, de l'électricité, dans des cabanes, dans des yourtes, etc. Évidemment, par définition, cela était plus difficile à capter. Peut-être que vous pourriez juste rappeler où est-ce que vous avez fait vos terrains. Ouais, alors on avait plusieurs périmètres. Au moment où l'appel à projet est sorti, en fait, on était au moment du deuxième confinement, donc il y avait un périmètre de 100 km qui nous contraignait fortement. Donc on avait une équipe qui était dispersée plutôt dans les périphéries de la France, ça tombait pas trop mal. Et donc, en fait, on avait problématisé d'ensemble l'enquête sur la question du redéveloppement local, en se demandant si jamais il y avait des flux, s'ils étaient bénéfiques en termes de développement local, c'était susceptible d'amener, de générer des activités économiques ou culturelles. Donc on est parti sur des territoires plutôt fragiles. Donc il y avait les Corbières qui ne sont pas très loin de Perpignan. Il y avait les Cévennes qui ne sont pas très loin de Montpellier, les Vosges du Nord qui ne sont pas très loin de Strasbourg, etc. etc. C'était à la fois un mélange de contraintes et puis une problématique de notre part. Je voulais simplement revenir également sur la première question qui est intéressante. Maintenant que le soufflet est un petit peu retombé, on continue un petit peu l'enquête mais en faisant un pas de côté. Ce qui nous a intéressé, c'est le traitement médiatique étonnant de cette histoire. Et donc on avait des pressentiments au moment où on faisait l'enquête sur un cadrage étonnant de la part des médias qu'on essaie désormais d'objectiver avec l'aide de Thomas Buller, qui est spécialiste dans les outils de lexicométrie et qui nous permettent de voir des choses intéressantes comme le fait qu'en fait, clairement, toute la presse n'a pas jeté ce vocable partout. Il y a eu 3 journaux en particulier qui étaient Le Figaro, Les Échos et Ouest France qui se détachent pour des raisons différentes. Et donc, je voulais simplement venir sur avant le cadrage, il faut d'abord se poser la question de la mise à l'agenda d'un nouveau problème public tel que celui de l'exode urbain, avec des guillemets. Donc ça, c'est une première raison, c'est une première chose qui est intéressante en elle-même et qui nécessite de se penser sur les débats intellectuels depuis 5-10 ans dans un pays comme la France, avec différentes forces politiques qui, pour des raisons différentes, ont commencé à développer des discours soit anti-urbains, soit anti-métropolitains, soit même en faveur de flux de migration qui permettent peut-être de ne pas se poser la question d'aménagement du territoire, puisque ça serait des forces du marché, quelque part, qui viendraient régler les inégalités territoriales. Ça, c'est la première chose, la mise à l'agenda. Une fois que le problème est mis à l'agenda, il a été, et de quelle manière en 2020, il y a effectivement la question du cadrage. Donc, qu'est-ce qu'on cadre et qu'est-ce qu'on ne va pas cadrer? Et qui cadre? Qui cadre? Là, en l'occurrence, c'était plutôt les médias. Ils ont cadré sur, comme l'a dit Aurélie, les télétravailleurs, et peut-être qu'ils n'ont pas eu tort de le faire, parce que la vérité, c'est que dans beaucoup de pays européens, des enquêtes ont montré a posteriori qu'il y avait bien eu un effet d'une transformation, disons, de mode de travail sur les territoires, avec, par exemple, le développement de formes intermédiaires entre la location de courte durée et la location de longue durée, qui provoquent des problèmes aussi bien dans des villes comme Lisbonne, par exemple, que dans des territoires ruraux, par exemple en Angleterre, dans le Pays de Galles, sur les côtes, dans les régions des lacs, etc. etc. Donc ce cadrage, et inversement, comme l'a dit Aurélie, ils ont fait l'impasse sur notamment les personnes marginales, qui pourtant, on sait très bien qu'il y a eu un afflux de ventes de vannes aménagées, etc. Pendant le confinement. Mais ils ont également fait l'impasse sur les professions intermédiaires, typiquement infirmiers, infirmières, instituteurs, institutrices, qui ont changé de vie suite à des burn-out, par exemple. On en a rencontré, ils sont passés hors des radars. Ça nous fait une transition parfaite pour Laura. Peut-être du point de vue d'un acteur comme l'IPAMAC, peut-être revenir sur l'intérêt de lancer à ce moment-là une étude pareille. Je sais que ça a été aussi soutenu par le commissariat de Massif Central, donc je pense que c'est intéressant d'aller comprendre aussi les enjeux de cette enquête. Et puis, est-ce que, du point de vue de vos résultats, il y a des choses qui sont parallèles avec les profils identifiés dans des territoires qui ne sont pas que du Massif Central? Comment tu réagis à tout ça? Bonjour à tous. Donc moi, je m'exprime en effet pour l'association des parcs du Massif Central. Donc notre territoire, c'est le Massif Central. Et pour l'étude qui a été lancée là, on était sur 10 parcs naturels régionaux. Donc à cheval sur le Morvan, le Haut-Languedoc, le Périgord-Limousin, on allait jusqu'au Mont d'Ardèche, etc. Donc vraiment des territoires très très diversifiés. Et en fait, pourquoi on a fait cette étude? On a commencé à rédiger le cahier des charges, et Hélène a été aussi là pour la relecture, et je la remercie. Donc ça, en fait, je pense que dans le contexte qui a été évoqué, médiatique,
d'une part, et en parallèle un contexte où, sur le terrain, les maires, nos élus de communes avaient le ressenti vraiment réel qu'il y avait un afflux, ça a été exprimé comme ça à des moments, un afflux de nouveaux arrivants, le prix de l'immobilier qui monte, et donc ils se sont dit, là, on a des intuitions comme quoi il y a un exode urbain, il y a quelque chose qui se passe dans nos campagnes, et on veut essayer de le vérifier. Donc, croisant tout ça, en 2021-2022, on a lancé un appel à candidature pour travailler avec un bureau d'études, pour nous appuyer, pour identifier qui sont ces nouveaux arrivants. Est-ce qu'il y en a? Qui y sont-ils? Et comment on peut essayer d'identifier leurs besoins, leurs attentes. Et après, par ricochet, essayer de voir si l'accueil dans les parcs, on en reparlera juste après, il est raccord à ces attentes et besoins. Pour le coup, au regard des attentes et des besoins, nous, on a bien identifié aussi 5 typologies de nouveaux arrivants qui croisent vraiment les travaux que vous avez menés. Donc, on n'était pas trop à côté de la plaque dans le Massif central. En tout cas, on identifie le même type de nouveaux arrivants avec des populations aussi qui sont en recherche d'un cadre de vie nouveau, d'une vie alternative, des gens qui vont s'investir beaucoup aussi dans les tiers-lieux qui se développent pour développer de nouvelles activités, de l'artisanat ou autre, ou qui vont essayer de monter des collectifs. Qui sont aussi parfois en rejet du système. On a aussi eu le cas de familles avec une volonté de télétravailler et aussi une volonté d'être connectés rapidement par les transports en commun avec leur ville d'origine, souvent donc plutôt des urbains, hein, évidemment qu'on a identifié. On avait aussi les retraités qui recherchaient le frais dans le Massif central, aussi là avec au-delà de la question du Covid, les questions de changement climatique et les Montpellierins qui montaient dans les Cévennes, les Grands Cosses, trouver une maison un peu plus au frais. Pour le coup, là, il y a la problématique des services, après, de la santé, qui posait question et sur la pérennité du fait qu'ils restent sur ce territoire-là. Est-ce que les services de la santé sont adaptés ou pas? Et on a aussi identifié, nous, d'autres catégories de population, par exemple des ménages contraints, avec peu de ressources et qui souhaitaient avoir une vie un peu plus sobre. Donc là, vraiment, notre périmètre étant vraiment les parcs, c'est ce qui a été retenu. Et des familles avec jeunes enfants qui recherchent aussi la pièce plus 1, je ne sais plus comment c'était dit tout à l'heure, mais la pièce en plus, voilà, pour accueillir soit un nouvel enfant, ou soit aussi avoir la possibilité de télétravailler. En tout cas, les résultats se croisent beaucoup. Et une fois, ce qui est intéressant aussi dans le parti pris de votre travail et ce que vous avez commencé à travailler aussi, Max et Aurélie, mais les temporalités étaient très courtes et ça, on le rappelle, et c'était un vrai défi, c'est que vous posez aussi, à travers l'association des parcs, l'idée que qu'est-ce qui se passe après l'attractivité, en fait. Une fois que les gens sont là, comment on fait pour qu'ils restent, pour qu'ils soient bien, et poser aussi toute cette question des besoins des nouvelles populations. Est-ce que tous ces nouveaux arrivants ont les mêmes besoins, les mêmes attentes, et comment est-ce que quels sont un peu les résultats en termes de politique publique? En tout cas, non, tous n'ont pas forcément les mêmes besoins, les attentes. On l'a évoqué un tout petit peu. Les retraités sont à la recherche de services de santé. Les jeunes, peut-être plus des questions de mobilité, télétravail, d'accès au numérique, etc. Donc là, c'est clair qu'il y a une diversité de besoins. Donc ça veut dire que est-ce que les territoires sont en capacité de répondre à ça? Ça a été un peu la réflexion qui a été lancée à l'issue de la restitution des résultats de l'étude. Initialement, cette étude visait à se dire comment on développe de nouvelles politiques d'attractivité et de marketing territorial, de nouvelles actions de promotion. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire de fausses promesses. À un moment, il ne fallait pas qu'on vende un territoire, venez chez nous, c'est super, bien que sur le terrain, on n'était pas en capacité de répondre à ses besoins et ses attentes. Donc ça a un peu fait tourner la réflexion d'une façon un peu différente, donc plus sur la notion de l'attractivité, mais sur les questions de est-ce que nos territoires sont habitables, désirables, et c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment, en se disant qu'est-ce qui fait qu'un territoire est habitable, de quelles ressources on a besoin, est-ce que ça peut répondre aux attentes des habitants, mais aussi des nouveaux habitants. Donc c'est toute cette réflexion qu'on mène aussi sur les questions d'hospitalité, de convivialité, comment on a essayé nous de définir la question de l'habitabilité. Ça englobe donc les notions de capacité d'accueil, de foncier, d'aménagement, de services, etc. Mais aussi les questions de convivialité, de coopération, d'intégration des nouveaux arrivants, d'hospitalité. Mais aussi ça induit la notion de coopération entre les territoires et non plus de concurrence entre territoires. Ça a été dit un peu ce matin. Avec les politiques de marketing territorial, on était plutôt peut-être dans la concurrence des territoires. Là, aujourd'hui, on se dit, bon, on est plusieurs territoires un peu qui se touchent. Comment on travaille ensemble, en coopération,
pour essayer de faire venir des gens et qu'ils ne soient pas déçus et que ça rapporte quelque part dans les deux sens au territoire. Max Aurélie, sur ces questions d'intégration des nouveaux dans des sociétés déjà là, je sais que vous avez aussi des retours de terrain, et y compris des recherches plus récentes. Oui, alors, sur les lieux de sociabilité, par exemple, donc, on a fait des récits de vie auprès des gens qui venaient d'arriver dans les communes. Et par exemple, alors, quand on arrive dans un nouvel endroit, souvent on a besoin de faire des travaux. Donc la première année, c'est une année qui peut être un peu monacale, rythmée par les horaires d'ouverture du bricot-dépôt. Mais on a par exemple cette famille qui nous disait, en fait, avant d'emménager localement, j'ai habité dans le petit hôtel au-dessus du café associatif de la commune. Ça m'a permis de tisser des premiers liens. Et que quand ma famille est arrivée, en fait, je connaissais déjà un peu des gens. Bon, ça, c'est un peu le cas, la belle histoire. Et les élus, ils veulent ce type de candidat-là, c'est-à-dire la personne qui va s'impliquer dans la vie associative locale, etc. Or, quand on arrive entre les travaux, les enfants, peut-être, c'est pas toujours le cas. Et peut-être que ce qui était difficile avec l'étude, c'est que comme c'était une étude à chaud, qui devait mesurer des choses en train de se faire, en fait, on mesurait rien du tout, puisque c'est des choses qui ont besoin de temps aussi pour s'installer. Et en fait, venir dans un endroit, c'est une chose, y rester, c'en est une autre. Et donc, c'est pour ça aussi on avait eu cette idée de la clause de revoyure 5 ans plus tard, c'est-à-dire comment les familles ont passé le premier hiver, quoi, en gros. Donc, après, dans les lieux de sociabilité, par exemple, il y a les écoles. Alors, les écoles, ça peut être de différentes natures, tous les lieux de la petite enfance, etc. S'il y a une école publique, c'est facile, mais certains ménages, ils viennent pour un certain type d'offres éducatives ou un certain type de service. Et là, ça va favoriser d'autres types de sociabilité, peut-être plus fondées sur une forme d'entre-soi, de gens qui vont partager des valeurs communes et qui vont mettre leurs enfants, par exemple, dans des écoles développant un certain type de pédagogie particulière. Voilà, ça, c'est 2 types de sociabilité. Par contre, ça peut être aussi conflictuel, et je te laisse la parole. Voilà, merci. Oui, en fait, c'est une question compliquée parce que les flux ils sont de nature très différente. Donc, la première chose, c'est les flux humains, qui en fait, pour tous les flux, n'étaient pas des nouveautés. C'était encore une fois une simple accélération de flux qui étaient déjà existants, que ce soit la périurbanisation, la littoralisation, les départs de retraités, tout ça préexistait, les marginaux, tout ça existait depuis déjà longtemps. Ça s'est un peu accéléré et puis surtout, la presse en a pris vraiment conscience à ce moment-là. Ça, c'est la première chose. Et donc, chacun de ces flux est susceptible, effectivement, de déboucher sur certains types de conflits dans les territoires d'arrivée. Par exemple, avec Aurélie, on a fait une petite enquête à Florac, rapidement, et on a discuté avec des élus qui... alors, c'était pas forcément, encore une fois, la plupart des flux n'étaient pas des flux permanents. Il y a eu des gens qui ont acheté des résidences secondaires dans le coin, et ça a débouché sur des conflits autour de la gestion des ressources hydriques d'une part et forestières de l'autre, avec par exemple des visions un peu enchantées urbaines, métropolitaines de la forêt, à laquelle il ne faudrait pas toucher. Or, une forêt, ça s'entretient, et des populations bien dotées en capital culturel et économique pouvant payer par exemple des cabinets d'avocats pour modifier un peu la manière dont les ressources locales pouvaient être gouvernées auparavant. Donc ça posait des gros problèmes, et c'était assez intéressant. Ensuite, un des éléments intéressants, c'était effectivement les achats massifs de résidences secondaires, notamment dans l'Ouest, et la conversion de logements en location de courte durée, ou plutôt même de moyenne durée. Et les plateformes type Airbnb ont bien compris qu'il y avait une nouvelle demande qui s'était créée autour du confinement, avec même une nouvelle possibilité. On peut cliquer pour désormais aller dans un endroit un peu à n'importe où, pour passer 2-3 semaines ou plus pour travailler dans la campagne hollandaise, ou enfin peu importe. Et donc ce type de flux a entraîné là des conflits assez forts en Bretagne. C'est très très net depuis 3-4 ans, avec une politisation très forte autour de ces questions, parce que ça rentre en concurrence avec la capacité des habitants déjà là à pouvoir se loger, surtout dans un contexte de pénurie artificielle de la construction créée par la sobriété foncière. Et donc ça pose la question de la régulation politique, qui est là, est ultra diversifiée, et ça ne concerne pas que la France, encore une fois. Un des trucs que j'aimerais bien qu'on dise aujourd'hui, c'est qu'on a des débats trop franco-français. Et ces débats d'exode urbain, ils ont concerné toute l'Europe. Les Italiens en ont parlé. L'Espagne a espéré régler son problème de village abandonné avec l'exode urbain. Les Anglais en ont beaucoup parlé. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait des régulations très différenciées
notamment par les villes de ces locations à moyenne durée. Par exemple, en Allemagne, il y a des régulations assez fortes. Dans des villes comme Lisbonne, il n'y a pas beaucoup de régulation et les conflits sont plus élevés. Voilà. Et ce sujet immobilier, en fait, rétrospectivement, c'est ce que tu le dis aussi, Laura, c'est parce qu'il y avait des choses qui se passaient sur le marché immobilier qu'on en a conclu, encore, qu'il y a eu conclusion rapide, trop rapide, qu'il y avait exode urbain. Et un des éléments que, bon, moi, de mon point de vue, on a dû beaucoup détricoter auprès des élus, c'est qu'il y avait différence entre marché immobilier et installation résidentielle, et qu'en effet, en fait, quand on lit Challenge, qui a été ma super lecture pendant plusieurs années, en effet, il y avait des grosses choses qui se passaient de façon assez homogène sur beaucoup de territoires ruraux. Et en fait, quand on regarde vraiment les chiffres de là où se sont installés les gens et où est-ce qu'il y a eu d'installation, on est sur de la spécialisation territoriale beaucoup plus fine. Mais je te laisse finir, on y reviendra juste après. Sur ces questions immobilières, je pense que c'est un des gros enjeux de pourquoi ce récit a émergé. En fait. Pour aller dans cette direction-là, tout en continuant à travailler la question de l'atterrissage des gens dans les territoires et de leurs attentes, effectivement, il y a eu beaucoup d'espoir, voire d'illusions, parce que tout se vendait. Tout se vendait. Et puis, la désillusion, c'est que finalement, soit au pire, les volets restaient fermés encore 10 mois de l'année sur 12, voire plus. Deuxième type de désillusion qui était peut-être plus invisible, c'était sur les attentes de cette population. Et donc ce matin, on a pas mal parlé des services publics et de l'hospitalité sur les services publics. On peut prendre deux exemples, la santé et l'éducation. Sur la santé, oui, les populations retraitées cherchent des soins de santé, le médecin, etc. Mais d'autres types de populations, notamment ceux qui vont avoir d'autres référentiels, en matière de santé, eux, le fait que ce soit un désert médical, ça va pas forcément être un problème pour eux. Par exemple, dans un des terrains qu'on a fait dans la Haute-Vallée de l'Aude, à un moment donné, quand on cumulait les départs à la retraite, les médecins anti-vax interdits d'exercer, et puis les maladies ponctuelles, etc., il y avait un médecin pour 35 000 habitants. C'est vraiment pas beaucoup sur un territoire très vaste, peu densément peuplé. En parallèle, une offre de médecine alternative assez délirante, une concentration de médecine alternative délirante pour une population qui s'est installée, qui était largement, par exemple, anti-vax. De façon historique, il y avait des communautés anti-vax dans ce territoire-là, et ça a été renforcé au moment du Covid avec un effet de renommée. Le marché d'Esperaza, c'est l'endroit où on va faire des sortes de sit-in pour refuser le port du masque et se faire la bise. Et en fait, ça devenait un acte politique de venir dans cet endroit-là. Donc ça, c'est pour l'offre de soins, par exemple. Pour les questions d'éducation, on a fait une enquête avec le PNR Corbière-Fenouillède, et une chose qui est ressortie de l'enquête, c'est ces élus vraiment au cœur des Corbières, donc des communes de 100 habitants. Donc il y avait peut-être dû arriver une famille, 2 familles, donc évidemment en valeur relative, ça faisait beaucoup de nouveaux arrivants. Et qui se désolaient, c'est pas avec ça que je vais sauver ma classe. C'est pas avec ça que je vais sauver mon école. Parce qu'en fait, les nouveaux venus, ils vont pas forcément à l'école publique. Soit ils vont à l'école alternative, soit ils font de l'instruction en famille. Et de compter, ah oui, alors telle famille, là ça fait 20 enfants, là j'avais mon école qui restait ouverte. Alors en réalité c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que pour avoir travaillé sur ces écoles dites alternatives, donc concrètement l'alternative elle est de 2 natures. Elle est institutionnelle, c'est-à-dire c'est des écoles privées hors contrat qui ne doivent rien à l'éducation nationale, qui ne sont pas financées par l'État, contrairement aux privés sous contrat. Et c'est une alternative pédagogique, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place du Montessori, du Freinet, de l'école démocratique, etc. Donc ils ne sont pas tenus de suivre les programmes de l'éducation nationale. Si on regarde ça de façon très myope, à l'échelle de la commune, effectivement, on va voir un décalage entre les enfants de la commune, qui vont, les anciens, on va dire, qui vont souvent rester captifs de l'école publique qui est absente, donc du rassemblement pédagogique intercommunal, qui vont se faire 30 à 45 minutes de route le matin pour aller à l'école qui a Perpète-les-Oies.
Et puis, il va y avoir l'école alternative, parfois même dans l'ancienne école publique du village, pour les gens les nouveaux venus, pour le dire très rapidement. Et donc là, on se dit, ah, il y a une ligne de clivage qui se fait. En fait, si on regarde à une échelle, si on dézoome, la réalité est plus complexe que cela, puisque dans ces écoles, le bassin de recrutement est très large. Il va y avoir des enfants qui vont faire 35 minutes de route pour aller dans ces écoles alternatives, soit par choix idéologique des parents, soit par défaut. Et notamment, donc on a enquêté sur les élèves, sur les cohortes en fait, et on nous a expliqué qu'il y avait beaucoup de remédiation scolaire, c'est-à-dire des enfants qui avaient été harcelés à l'école publique, qui avaient des phobies scolaires ou qui avaient des besoins particuliers. Et là, en fait, c'était un peu l'école de la dernière chance. Donc on voit que les lignes de clivage, les autochtones et les néos, en fait, ne recouvrent pas l'intégralité des conflits ou des visions différentes. Tu veux réagir, Laura? Pas spécialement, ok. En fait, on vous présentez là aussi des résultats assez contemporains de vos travaux, de vos nouvelles enquêtes. Donc vous êtes allé plus loin que les premiers éléments qu'on a pu présenter. Et surtout, en fait, finalement, tout ça questionne ce terme de renaissance rurale, en quelque sorte. Donc un mouvement qui a été documenté par des chercheurs depuis longtemps. Est-ce qu'on est dans une nouvelle phase de renaissance rurale ou pas et en fait, il y a deux questions. En fait. Il y a la question de est-ce que c'est une nouvelle renaissance rurale? Est-ce que les services que tu décrives sont un signe d'une nouvelle façon de redonner de l'activité dans les territoires ruraux? Je vous prends un peu... je ne vous avais pas préparé cette question, mais voilà, vous répondez comme vous pouvez. Et la deuxième question, c'est on a dit renaissance rurale dans le rapport de 2023, en disant, avec beaucoup de précautions, que certes, à l'échelle nationale, les espaces ruraux, depuis les années 70, gagnent des habitants, à l'échelle nationale, certes. Mais où, quand, comment, en fait? Parce que finalement, quand on travaille sur les questions rurales, on est juste, Hélène l'a dit en introduction ce matin, on est de toute façon pétri d'une vision de diversité de dynamique, de diversité de territoire, de diversité d'offres de logement, de diversité de services. Et finalement... qu'est-ce qu'elle écrase, cette moyenne nationale, et à quel point elle cache cette grande diversité? Et est-ce que cet exode urbain, ce récit autour de l'exode urbain et ces renforcements de dynamique qui existaient déjà n'ont pas renforcé aussi des inégalités dont il a été question un peu plus haut? Donc c'est un peu deux questions, à la fois nouvelle renaissance rurale, et puis est-ce qu'on n'a pas là, c'était une de vos conclusions du rapport, de dire qu'on avait un risque de décrochement en fait entre des territoires ruraux dits dynamiques avec plein de nouvelles activités, et puis des territoires ruraux qui en l'occurrence n'ont pas forcément accueilli, quoi. Et ça, Laura, je pense que tu auras peut-être des choses à dire. Peut-être très généralement, déjà pour commencer, sur la renaissance rurale. Donc c'est un concept qui là encore est intéressant, mais critiquable, parce qu'il ne s'applique pas à tous les territoires. Donc effectivement, c'est tout à fait indéniable que depuis une trentaine d'années, on observe un regain démographique dans certaines régions qui étaient gagnées, qui étaient aux prises avec l'exode rural depuis un siècle, ou voire plus. Donc c'est le cas, il y a plein de cas qui sont extrêmement documentés, les plus célèbres étant les Cévennes, l'Ardèche et autres, le Luberon. Voilà, il y a plein de travaux qui le prouvent. Et en France, comme partout en Europe, ce que le Covid a fait, c'est qu'il a simplement accentué ces tendances qui préexistaient d'avant, c'est-à-dire que les territoires ruraux qui étaient attractifs ont attiré les flux qui ont quitté les grandes villes. Et ce qui est triste, de mon point de vue, c'est qu'un certain nombre de territoires en déclin ont pensé, et notamment, je pense que c'est là que la presse a joué un rôle néfaste, on pensait qu'ils allaient pouvoir tirer leur épingle du jeu avec ces flux des métropolitains, disons. Ça a été le cas de certains territoires ruraux en déclin du nord-est de la France qui sont faiblement attractifs parce que c'est une agriculture intensive, avec une faible qualité architecturale et puis des problèmes de nuisance liés à ces formes agricoles, qui sont des régions qui sont en déclin depuis assez longtemps, avec des zones rurales en plus industrielles. Donc la France de Cocard, pour le dire très rapidement, n'a pas beaucoup bénéficié de ces flux, pour des raisons assez évidentes. Et enfin, je voudrais quand même en profiter pour dire un mot des villes en déclin, parce qu'un certain nombre de villes en déclin ont fait des pubs, par exemple dans le métro parisien, en espérant capter des métropolitains.
ça n'a pas été le cas. Et donc, il n'y a pas eu de rééquilibrage territorial. Voilà. Et donc oui, c'est vrai que c'est un problème politique depuis quelques années, notamment depuis la crise des Gilets jaunes. C'est à l'agenda politique, indéniablement, et puis ce type de journée en témoigne d'ailleurs. Mais c'est pas la renaissance rurale ne concerne que certains coins bien spécifiques et pas d'autres. En fait, on peut se demander si c'est pas une renaissance rurale un peu carte postale aussi. On a eu des histoires de gens qui nous disaient ah oui, on s'est installé ici. Alors il y a les effets de renommée. Par exemple, si on veut faire sa transition alternative, bon bah il y a les hauts lieux, il y a les Cévennes, il y a l'Ariège. Puis c'est des hauts lieux qui sont un peu qui commencent un peu à être saturés où l'accès au foncier est plus compliqué, il n'y a plus beaucoup de vieilles masures, etc. Donc en fait, il y a des marchés de report. Donc par exemple, la Haute-Vallée de l'Aude, c'est un peu un marché de report de l'Ariège. Donc vous voyez, on est vraiment sur le vocabulaire de l'immobilier. Hein. Marché principal, marché de report. Et en tout cas, ce qui est peut-être plus difficile à saisir et à quantifier, c'est cet effet un peu carte postale, c'est-à-dire, donc voilà, il y a les hauts lieux que l'on reconnaîtra. Il y avait Martel qui était aussi dans l'étude, là, dont François Tolel est intervenu ce matin. Donc voilà, des endroits déjà connus. Et puis, l'effet un peu waouh. Hein. Je ne veux pas aller jusqu'à dire l'effet Instagram, parce que c'est pas forcément des gens qui disent tous les réseaux sociaux, mais en fait, le fait de pouvoir montrer la beauté du lieu. Et donc, en fait, des gens qui se sont installés dans des endroits pour les aménités naturelles qu'offrait l'endroit, donc notamment le paysage. Et en fait, l'activité économique venait après. Et ça prend à rebours un peu aussi les politiques d'attractivité qui sont historiquement fondées sur l'emploi. En fait, les gens, l'emploi, c'est secondaire parce qu'en fait, ils ont aussi un rapport au salariat, pour certains, pas tous, mais pour notamment une catégorie d'entre eux, ils ont un rapport au salariat qui est différent. Par exemple, dans les personnes que l'on a interrogées, il y a une dame, elle était orthophoniste dans sa vie d'avant. Mobilité, en fait, elle sait qu'elle pourrait trouver du travail dans la minute, dans la ville d'à côté ou même dans la campagne, parce qu'il y a des besoins en orthophonie, sauf qu'elle ne veut plus faire ça. Par contre, elle va peut-être vendre des confitures, faire un atelier poterie, faire un peu d'intérim. En fait, faire de la multi-activité, de bricolage, mais en fait, le salariat n'est plus forcément en horizon. Et donc ça veut dire qu'il y a des territoires qui se disent « Ah ben chic, ça peut être notre chance ». Mais là encore, ce n'est pas tous les territoires qui ont l'effet carte postale. Tout ça me fait écho à, notamment sur le territoire de l'Ardèche, du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Il y a tout un réseau, un maillage très important de tiers-lieux. Et depuis, pendant longtemps, en tout cas, les animateurs de tiers-lieux ont dit, nous, on n'a pas forcément été aidés par la collectivité, où il y avait vraiment presque des frictions aussi de questions de valeur entre les élus de la commune et puis des nouveaux qui venaient arriver avec des nouveaux projets pour s'installer. Et donc des frictions qui se sont faites. Et au final, en tout cas, nous, on a organisé un temps d'échange sur les tiers-lieux, notamment en mars 2023, avec des élus du parc des Monts d'Ardèche et de certaines communes qui se sont dit, en fait, on vient d'identifier aujourd'hui le chic, l'attrait et l'attractivité en fait que peuvent apporter ces lieux. Et donc, du coup, il y a un changement de regard des élus qui sont souvent assez âgés, qui n'ont pas forcément cette culture des fois aussi de vie alternative, de travail non salarié, etc. Et du coup, ça devient en fait maintenant des lieux qui vont promouvoir, qui vont appuyer davantage avec des vraies convictions par rapport à avant peut-être. Et je trouve que c'est des vrais exemples qui donnent à voir un peu une nouvelle forme de politique d'attractivité différente que du marketing territorial. Je vous propose qu'on ouvre l'échange à la salle, parce que le temps tourne. Donc, est-ce qu'il y a des personnes, je vois Bertrand qui se lève, qui veut nous rejoindre. Donc, venez et on ouvre. Un homme arrive, un homme part. Voilà. Et Emmanuel, donc moi je vais me lever aussi. Hop. Bonjour. Non, je voulais juste partager un peu les travaux que l'on fait sur le Massif central. Je ne vais pas revenir effectivement sur le constat qui a été fait. C'est vrai que le Massif central, c'est des territoires un peu vieillissants, hein, plus
plus d'anciens que de jeunes, plus de décès que de naissances, et donc on perd un peu de la population tous les ans si on s'en tient au seul solde naturel, et avec des taux de chômage des fois qui sont très bas. On en parlait avec les collègues à midi, avec tout un volet aussi de transmission d'entreprise, d'exploitation agricole. Donc il y a des situations très tendues aujourd'hui sur les territoires, et on a vraiment un enjeu très fort. Donc on a accompagné, nous, au niveau Massif Central, longtemps des politiques d'accueil territorial, des territoires qui mettaient en place des politiques spécifiques visant l'accueil de nouvelles populations et de nouveaux actifs. On s'est recentré maintenant sur l'actuel contrat de plan, sur plus des expérimentations, le volet accompagnement territorial étant couvert un peu par le FEDER Massif Central, parce qu'il nous a semblé qu'il y avait des lignes à faire bouger, il y avait des choses à réfléchir en termes d'attractivité. Et donc on a fait un appel à projet en 2024, il y a eu un certain nombre de lauréats, et ça va nous permettre de réfléchir à certains points qui nous paraissent très importants au niveau du Massif Central. Alors, le premier, c'est la responsabilité territoriale des entreprises. Comment des entreprises peuvent se mettre en réseau, travailler ensemble pour augmenter les compétences en se passant des fois des personnes d'une entreprise à l'autre. Comment elles peuvent travailler ensemble pour effectivement avoir des modèles de recrutement mutualisés. Comment elles peuvent travailler ensemble sur une marque un peu du territoire, avoir une démarche globale. Ça nous paraît quelque chose d'important pour essayer de renforcer l'attractivité et voir comment on peut recruter et puis avoir de nouveaux actifs sur nos territoires. Et ça, c'est un projet qui est conduit pour les gens de l'Occitanie par la DEFPAT. On a tout un volet aussi sur... on sait très bien qu'aujourd'hui, on a et je le vois bien parce que j'ai des grands garçons qui rentrent sur le marché du travail. Ils n'ont pas du tout le même rapport au travail que nous. Je suis un peu ancien, moi. Et effectivement, on se dit, est-ce que tous les systèmes de contractualisation qu'on a en termes d'emploi, est-ce qu'ils sont toujours valables ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à inventer en termes de multisalariat, de portage peut-être un peu innovant, de conforter une entreprise entrepreneuriale par un travail salarié à côté? Est-ce qu'on ne peut pas annualiser du travail saisonnier? Est-ce qu'il n'y a pas de l'immersion à faire auprès d'entreprises des territoires pour essayer aux personnes de choisir un petit peu mieux ce qu'ils veulent faire, avoir peut-être des études pour voir un peu quels sont les besoins et comment on répond au mieux au territoire. Donc il y a sans doute des choses à faire bouger, et donc nous c'est un axe de travail qu'on va essayer de développer, et ça c'est porté par, encore ça c'est pour les Aveyronnais, par l'agence d'attractivité du tourisme du Lévézou. On sent aussi qu'on a des vieux territoires vieillissants un peu, et on n'a peut-être pas les codes aussi pour les jeunes. Les jeunes ont des approches un petit peu différentes, ils voient le travail différemment, peut-être la vie différemment, peut-être que dans nos territoires, alors on est au début de la réflexion, je ne vous en dirai pas beaucoup plus, mais il y a peut-être une autre façon de voir nos territoires, l'avenir de nos territoires, et donc on va essayer d'immerger beaucoup de jeunes sur nos territoires dans le cadre de stages, et ça c'est un projet qui est conduit par, je ne sais pas si Léna est toujours là, par l'association INSIT. Il y a aussi le volet de la reprise d'entreprise. Si je dis une bêtise, Marie-Laure, tu me reprends. Voilà, comment on peut essayer d'avoir un partenariat plus étroit entre le cédant et puis le repreneur, en essayant de caler un parcours d'accompagnement qui est fait effectivement de formation, de lien avec le cédant, de phase d'immersion. Comment on peut peut-être mieux parler des enjeux de reprise auprès des jeunes, auprès des gens qui cherchent de l'emploi. Et là, il y a vraiment un enjeu très fort pour la reprise d'entreprise sur le Massif Central. Et ça, c'est porté par les collègues de l'association Promotion de la Lozère. Il y a l'enjeu aussi de l'installation par les espaces tests. Et là, on travaille avec le CREFAD Loire, mais j'aperçois Florence. C'est comment on peut accompagner un espace test. Alors, on a beaucoup travaillé sur les espaces tests agricoles. Maintenant, on essaie de travailler sur les espaces tests non agricoles. Voir comment on peut accompagner ces personnes-là, d'une part par du portage juridique, ensuite du portage immobilier, ensuite de l'accompagnement, et comment on peut faciliter l'installation de personnes qui souhaitent développer un projet en milieu rural. On travaille aussi le partenariat. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup de régions, de départements. Dans le Massif Central, c'est souvent des départements, mais il y a la région Bourgogne-Franche-Comté qui est très active sur la promotion, le marketing territorial, et voir comment on peut travailler ces partenariats, territoire-département, territoire-région. Et on accompagne notamment la formalisation de l'agence d'attractivité de la Haute-Loire, et on essaye de les accompagner, voir comment ils peuvent mailler et organiser, structurer cette démarche d'accueil entre territoire et département.
Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. On travaille aussi, puisqu'on accompagne des territoires touristiques, les fameux pôles de nature du Massif central. Et il y a aussi des territoires qui sont lauréats du plan Avenir Montagne et Ingénierie, mais ils poursuivent un peu les mêmes choses. On est sur des transitions touristiques et transitions écologiques. Et on essaye de voir comment on peut, par le tourisme, essayer d'accueillir de nouveaux actifs. C'est vrai qu'on n'a pas trop de data au niveau Massif central, on ne sait pas trop qui vient, quels sont les profils. Mais dans les territoires, ce qui remonte des collègues, c'est souvent que les gens ont été touristes avant. Et donc on se dit que par le biais du tourisme, il y a des choses à faire. Et peut-être proposer des choses, des produits un peu immersifs qui permettent de connaître un peu mieux le territoire, les ressources, les personnes ressources. On travaille là-dessus, mais c'est donc avec les pôles de nature et puis les territoires du plan Avenir Montagne et Ingénierie. On aurait bien aimé, dans le cas de cette expérimentation, travailler sur l'habitat. Ça a été dit à plusieurs reprises. C'est vraiment un facteur très bloquant. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu de projet à ce niveau-là. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est la maison qui fait rêver un peu pour habiter à Massif central. Eh bien, on ne l'a plus trop. On a été déçus avec le Covid parce qu'on pensait qu'il y aurait beaucoup de monde qui viendrait habiter chez nous. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais par contre, il y a eu un effet très négatif, c'est qu'il y a beaucoup d'achats-refuges qui ont été faits. Et ça a pris une partie des biens qui étaient en vente. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de choses à proposer. Après, on a d'autres pistes. Bon, dans le cadre de l'expérimentation, il y a un volet sur l'alimentation qui est porté par un organisme auvergnat. Il y a un volet sur le design de service qui est porté par les collègues Imovant. On aimerait bien travailler aussi, mais il n'y a pas eu d'expérimentation. Et je finis par là. On sait que les gens qui s'installent, c'est un peu anxiogène, le fait de se déplacer. Quand on arrive d'une grande ville, on ne sait pas trop où on va, avec des enfants. Et on sait très bien que les gens qui s'installent, souvent, ils ont des amis, ils ont de la famille. Et c'est vrai que c'est des facteurs de sécurisation pour s'installer localement. L'enjeu, ça serait comment on peut repérer ces gens-là pour les accompagner, parce que là, effectivement, il y a aussi une opportunité. Voilà, très brièvement, je ne vais pas prendre trop longtemps la parole, mais ce sont les axes de travail donc, sur lesquels on va travailler dans le cadre du Massif central. Si tu veux ajouter quelque chose. Oui, je pourrais intervenir avec une double casquette en rebond des présentations et puis de ton témoignage. Emmanuelle Corati, je suis la déléguée générale de l'association Back to Earth, qui est une association qui a pour objet de valoriser et de mettre en réseau des acteurs qui contribuent au retour à la terre, avec une définition très large du retour à la terre, autour de projets agricoles, de projets qui ne sont pas qu'agricoles, la notion de rééquilibrage des territoires. Et notre association, elle médiatise des projets, elle fait des études qualitatives. Là, on a fait une étude sur retour à la terre et féminin, retour à la terre et collectif, et on est en train de boucler une étude très intéressante qu'on vous partagera dès qu'elle sera publiée sur retour à la terre et choc des cultures, point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe avec l'arrivée de ces nouvelles populations diverses dans les territoires. Et puis on intervient dans de la mise en réseau. Je vous envoie donc une petite invitation à nous rejoindre à Lourdes la semaine prochaine, c'est loin. Ce sont nos 3e rencontres nationales du retour à la terre. Après Clermont et Angers, on se retrouve à Lourdes. Voilà. Et donc on intervient aussi en mise en réseau de territoires. Et on accompagne du coup effectivement la NCT et le commissariat de Massif dans la mise en réseau de ces expérimentations. En rebond à la fois de cette table ronde et des tables rondes précédentes, le dispositif qu'on a mis en place, c'est de réunir ces territoires autour de ce qui faisait commun, de les animer à travers des webinaires, des rencontres, des sessions d'intelligence collective pour les alimenter avec de l'apport de recherche et puis de l'échange de pratiques, parce que même si ce sont des territoires extrêmement différents, avec en plus pour des projets à des échelles très différentes aussi, il y a quand même des faits qui sont communs, et donc les axes qui sont travaillés et qui sont en rebond de thèmes qui ont été évoqués cet après-midi notamment, c'est la question de la jeunesse qui sera le thème de notre prochaine rencontre, donc on est bien en phase. La question aussi de la réappropriation du discours, c'est ce que vous avez pointé avec l'image qui est véhiculée dans les médias. Comment est-ce qu'on parle des ruralités depuis les ruralités? C'était notre dernier séminaire au mois de janvier, avec l'idée de changer de perspective et de travailler la question qu'on n'a pas du tout résolue du vocabulaire et des définitions. Quels mots on veut porter, quels mots on veut plus porter, quel discours on tient, avec quel niveau de transparence pour justement pas tenir de fausses promesses. Affirmer en même temps ce qui peut faire commun, parce qu'il y a des communs et en même temps il y a effectivement des territoires qui sont extrêmement disparates du point de vue des dynamiques, des enjeux économiques, de la sociologie. Mais donc voilà, cette question de
comment est-ce qu'on reprend le discours, quel message on veut faire passer pour communiquer sur quelle réalité. C'était un séminaire qui était extrêmement intéressant, la question de la relation aux élus, et puis une question qui effectivement s'invite en rebond aussi de ce que vous avez évoqué sur la table ronde, qui est la question de l'habitabilité. Accueillir, oui, mais comment, surtout dans un contexte de transition qui va apporter des tensions sur les communs, qui apporte des tensions, ce qui ressort de notre étude sans vouloir donner des résultats prématurés, mais c'est que finalement il y a assez peu de conflits, en tout cas culturels, c'est plus des conflits liés dans ce qu'on a repéré autour du foncier. Après, nous, on a étudié une population qui est bien spécifique, que sont les porteurs de projets. Donc, il n'y a pas le même investissement dans le territoire quand on vient y entreprendre ou qu'on vient s'y installer en agriculture que quand on vient le consommer en résidence secondaire. Voilà. Mais en tout cas, il y a une grande disparité d'expérimentation, grande disparité de territoire, mais il y a quand même des problématiques communes à travailler et qui peuvent donner lieu, du coup, enfin en tout cas c'est l'objectif, à des politiques publiques qui seront forcément territorialisées, avec, et je terminerai là-dessus parce que je sais que c'est un gros point de questionnement, mais qui n'est pas facile à évaluer, la question de l'efficacité en fait, de toutes ces démarches. Est-ce qu'on peut être proactif là-dessus ou pas? Bon, il y a une opportunité, c'est certes, qui s'est ouverte avec le Covid, qu'il faut transformer parce que la carte postale, ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais en tout cas, il y aura la nécessité aussi de travailler sur la question plus large des impacts. Avec, j'étais la semaine dernière justement avec une des expérimentations qui se focalise sur la responsabilité territoriale des entreprises, la question de qu'est-ce qui fait valeur et qu'est-ce qui fait richesse, qu'est-ce qu'on crée comme richesse, et de ne pas uniquement se focaliser sur des indicateurs de richesse économique, mais aussi sur des indicateurs qui peuvent être autres. Donc il y a un signal faible, il y a une grande disparité de situation, il y a une opportunité, mais du travail qui doit, et ça c'est peut-être le dernier message à passer, se faire en réseau, se faire système pour essaimer, pour diffuser, parce qu'il y a plein de belles choses en fait qui se font, mais à des échelles diverses et sur lesquelles effectivement il faut un peu sortir du gros cliché médiatique pour aller voir de façon beaucoup plus fine sur le terrain ce qui se passe. Donc ça demande du travail en dentelle. Voilà. Merci. Juste pour ajouter, l'ADN du Massif central, effectivement, avec la loi montagne, il y a un enjeu de solidarité, c'est de partager toutes ces expérimentations. Donc il y a ce réseau dont tu as parlé, Emmanuel, mais l'enjeu aussi, c'est qu'il y aura des temps qui seront beaucoup plus ouverts à un large public, et voilà, et on rendra compte de ces différentes expérimentations que l'on mène au niveau du massif. Merci. Alors, il y a une chaise vide, donc n'hésitez pas à venir vous asseoir et à contribuer au débat, y compris des personnes qu'on n'a pas forcément entendues dans la journée. On me signale aussi dans l'oreillette que la parité est aujourd'hui actuellement pas tout à fait respectée, parce que nous avons plus de personnes féminines que masculines. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'une qui souhaite se joindre au débat et poser des questions? Alors là, j'ai 3 chaises vides, donc vraiment, je vois que Renaud me fait des signes dans le fond. Monsieur, vous pouvez vous asseoir, peut-être. Oui, alors peut-être je vais avoir un point de vue un peu dissonant. Moi, je ne parlerai pas d'exode urbain, je parlerai plutôt d'exode interrégional, parce que nous, à Clermont-Ferrand, on se demande qui va loger dans toutes les constructions qu'il y a à Clermont-Ferrand et d'où ils vont venir, tous ces gens. De toute façon, ils ne viendront pas des campagnes, ils étaient déjà là. Donc la question de l'exode qu'on avait vécu jusqu'à présent, c'était un exode vers le périurbain et pas un exode urbain. L'exode rural, les néo-ruraux, c'est 2 choses complètement différentes. Et bon, je ne voudrais pas caricaturer, mais le plateau de Millevaches, c'est un territoire d'expérimentation. Le PNR, qui est de la montagne Limousine, c'est un territoire d'expérimentation, avec une composante sociale très importante. Pour ceux qui connaissent un peu le plateau, c'est le syndicat de la montagne Limousine, qui n'est pas un syndicat intercommunal, c'est un syndicat des habitants du plateau. Alors, le monsieur qui vient d'intervenir, il a un bel accent. Je
présume qu'il n'est pas de Clermont-Ferrand. Mais je ne sais pas s'il habite peut-être à Clermont-Ferrand. Donc, vous êtes un homme du Sud. Nous, le siège de notre association est à Saint-Afrique avec 2 F, dans l'Aveyron. Ça s'appelle Relier. Et la question de Relier, mon camarade, qui est votre ancien collègue, qui s'appelle Jean-Louis Coutarel, sur les questions de l'architecture et de l'urbanisme, je regrette qu'il ne soit pas là aujourd'hui, mais il aurait pu aussi évoquer cette question. Et Relier, c'est quand même une association qui est associée avec la Société écologique du post-urbain, pour ne pas citer, vous voyez, qui je parle d'un géographe qui s'appelle Guillaume Faburel, qui a une certaine vision. Moi, qui suis entre métropole et plateau de Millevaches, dans les Combrailles, qui est un territoire à investir, hein, s'il y a des amateurs, nous aussi, on a subi un exode. Parce qu'à Biolay, nous avons un très grand monastère bouddhiste et un très grand temple bouddhiste. Et ce temple bouddhiste a ramené une forme de néo-ruraux un peu atypiques, qui sont une communauté laïque de bouddhistes. Vous avez parlé tout à l'heure de religion, quelqu'un a parlé de religion, a parlé du MRJC. Et bien nous, on travaille avec le MRJC, la Société du post-urbain rural, la maison de Courcelles. Et donc, sur ces problématiques, on essaye d'être un peu au top. Et le 20 et 21 mars, à la Maison des sciences de l'homme à Clermont-Ferrand, on fait un colloque entre urbain et rural, habité, entre parenthèses, ou pas, les métropoles. Et là, grande surprise, nous aurons l'évêque de Saint-Flour. Et l'évêque de Saint-Flour, pourquoi? Parce que c'est un ancien du MRJC, et c'est aussi quelqu'un qui est un propagandiste de l'Audacie, si vous connaissez, sur les questions de l'écologie intégrale de l'Église catholique. Et avec le MRJC, ça fait du lien entre un ancien du MRJC et la nouvelle génération. Et donc, je vous invite tous à venir à Clermont-Ferrand et vous trouverez les informations sur le site de Relier. Merci. On est passé de Lourdes à l'évêque de Saint-Flour. Merci. Est-ce que dans la salle, il y a des contributions complémentaires sur les enjeux de l'exode urbain ou des annonces variées de prochains événements? Parce que on peut aussi se retrouver bientôt. Alors, on va s'asseoir et on participe au débat. Tu as lancé, Hélène, la table ronde en disant c'était il y a 5 ans, il y a eu... moi, j'ai souvenir d'avoir lu parmi les choses intéressantes des collègues gauchistes présents dans la salle qui disaient il n'y a pas d'exode urbain, il y a un exode du capital. Ce que je trouvais une idée plutôt intéressante. Mais la question, c'est ça. Par contre, 5 ans après, on sait qu'il n'y a pas eu d'exode des populations. On le sait. Quid du capital? Alors, capital immobilier, dans le champ commercial, on a assisté de ce point de vue-là. On voit bien des flux, on voit bien aussi dans le centre d'un certain nombre de grandes métropoles quand même un effondrement commercial. Donc, est-ce que ça, 5 ans après, on a aujourd'hui documenté ça, plus que quelques trucs un peu... voilà. Est-ce que ça, c'est pas un chantier quand même qui mériterait d'être un tout petit peu investi? Parce que, par ailleurs, et je ne veux vraiment pas faire comme mon prédécesseur, faire un tunnel, mais l'exode urbain, c'est pas le premier. Il y en a déjà eu un en 1357, un vrai, au moment de la peste noire. Et on parlait d'exode urbain. On a parlé à ce propos d'exode urbain. Et quand même, ce qui est montré, voilà, c'est que par les historiens du politique, c'est que c'est un moment de retournement des relations, des pouvoirs urbains et de la place des pouvoirs urbains par rapport à un certain nombre de pouvoirs seigneuriaux. Et je me demande, il n'y a peut-être pas eu d'exode urbain au sens d'exode de population, mais il y a peut-être eu quand même des formes d'exode urbain du capital. Et qu'est-ce que ça donne du point de vue des rapports politiques et des rapports entre niveaux de pouvoir? Parce que si le capital a effectivement, c'est pour partie des encastrés des métropoles où il y avait et des cœurs métropolitains où il y avait une telle dynamique de concentration depuis 20 ans, ça, si on est marxiste comme certaines personnes dans la salle, ça a forcément des effets sur les rapports entre échelons du pouvoir politique. Mais ça pour dire, si vous avez envie de faire un nouveau programme, l'exode urbain 5 ans après, sur le capital, je trouve que c'est intéressant.
on cherche des partenaires à ce sujet. Donc si des gens veulent le faire avec nous, pas de souci. On rêverait d'avoir des chiffres sur l'exode du capital. Moi, c'est vraiment un chantier là. Peut-être 3 éléments de réponse. Le premier, dans cet exode du capital, je pense qu'il y a vraiment la question du multirésidentialisme, de ces maisons qui ont été achetées en réserve au cas où, qui sont plus ou moins partagées, qui sont plus ou moins mises sur Airbnb, donc qui alimentent un autre circuit du capital via les plateformes. Donc ça, c'est une première piste. La deuxième piste, c'est faudrait voir les gens qui sont venus et qui ont mangé leurs économies. Enfin, ça doit exister, ça, quand même. Hein. Donc, c'est une forme de capital urbain qui a été dépensé dans ces espaces ruraux, mais un peu à fond perdu. Et la troisième catégorie, on a un peu travaillé sur les alternatives et on s'est rendu compte que souvent, dans les alternatives, donc dans les créations d'éco-hameaux ou quoi, en fait, c'est des gens qui avaient du capital. Alors, on n'a pas de chiffres, parce que c'est pas des choses, en France, on parle pas beaucoup d'argent. Enfin, quand même, des héritiers, des gens qui avaient eu une première vie professionnelle avec une rupture conventionnelle un peu jackpot, ou alors qui bénéficiaient de certaines formes de reversement de l'État. Et ça, je pense que ça serait hyper intéressant à documenter finement. Et pour finir sur ce point, et pour peut-être avoir un peu de lumière sur cet usage du capital aussi, qui n'est pas qu'une forme d'accaparement au profit d'une minorité, on a aussi rencontré, alors ça c'était dans les Cévennes, des gens qui essayent de passer à la post-propriété et qui essayent de transmettre leur capital souvent hérité au bénéfice d'un collectif dans des fermes communes, ce qui pose plein de problèmes juridiques parce qu'en fait les statuts n'existent pas. Et donc là on est dans vraiment du post-capitalisme. Et ce ne sont que des pistes et je ne sais pas si Max tu veux rajouter des choses. Je vous invite à rejoindre les chaises vides, vraiment. On ne pose pas de questions dans un fishbowl. Je suis désolée. Sur cette question, moi, je voulais juste témoigner d'un travail de recherche que j'ai mené où j'ai analysé les évolutions sur 2014-2022 de 722 aires urbaines. Et en fait, on voit, et on peut scinder sur la période 2014-2017, puis 2017-2022 pour avoir suffisamment de qualité de données. Et en fait, on ne voit pas d'exode du capital. On voit au contraire le renforcement des inégalités de valorisation des territoires avec des territoires qui étaient déjà valorisés, qui continuent de se valoriser, voire qui se valorisent encore plus, et qui traversent l'ensemble de la hiérarchie urbaine, hein, que ce soit des métropoles jusqu'aux territoires touristiques et littoraux, montagnards les plus valorisés. Très nettement, hein, on va par exemple atteindre les 7 ou 8 000 euros du mètre carré dans l'aire urbaine de Chamonix, pour donner un exemple, hein. Et avec une augmentation encore de ces valeurs continue. Et puis de l'autre, tout un tas de villes petites et moyennes à profil industriel qui connaissent un déclin économique et démographique de longue durée et dont les valeurs immobilières passent très largement en dessous des 1 000 euros. Par exemple, dans le livre de Forez, hein, il y a le cas de Thiers qui est assez bien documenté, où on est à 800 euros du mètre carré. On peut aussi citer le cas de Guéret, préfecture de la Creuse, qui est une des rares villes françaises à avoir ses valeurs immobilières diminuées sur toute la période 2014-2021. Et donc, de ce fait-là, on est plutôt dans un processus de renforcement des inégalités de valorisation qui sont récentes, hein, qui ont commencé en France à partir de 2008, d'un point de vue de l'immobilier résidentiel. Les données sont malheureusement trop peu solides pour regarder les autres formes d'immobilier, que ce soit l'immobilier de bureau ou l'immobilier économique. Mais en tout cas, il y a des travaux aussi qui réfléchissent actuellement à la question du devenir des bureaux, où là, pour le coup, c'est bien le patrimoine immobilier situé dans les cœurs des métropoles, dont l'emblème est le quartier de la Défense, qui atteint 17% de locaux vacants actuellement et qui sont particulièrement fragilisés. Et là, on est face aussi à une fragilisation d'acteurs financiarisés, que ce soit les propriétaires de foncières de bureaux ou même aussi de grands centres commerciaux.
Alors, on se dirige doucement vers la fin de ces séminaires. On va prendre encore une ou deux interventions. Non, moi, c'est juste une question dont j'ai bien conscience qu'il n'y a pas à la poser à 5h10. Mais pour essayer, par rapport à l'intervention précédente, d'essayer de donner une chance à l'optimisme, est-ce que le ZAN, notamment particulièrement dans les petites villes qui ont un passé industriel, peut avoir une chance d'inverser certaines dynamiques négatives, avec justement l'installation de capital d'industrie